Salut! Je te propose aujourd'hui un petit épisode hors série dans lequel je vais tenter de te montrer à quel point et combien l'ego, la conscience, l'intelligence et l'esprit de l'humain sont les cibles d'assaut perpétuels tant sur le plan matériel que subtil, mais également la similarité entre les biais et leviers employés lorsqu'il s'agit de soumettre et de contrôler l'humain. Et pour ce faire, j'ai choisi de m'appuyer sur l'interview d'une psychologue nommée Johanna Mikoub, réalisée par la chaîne Les Invisibles il y a 2 ans et qui revient sur la crise Covid ainsi que l'opération psychologique de masse qui l'a accompagnée à l'époque. Je connaissais pas cette chaîne, je suis juste tombée sur cette interview et en la visionnant, je l'ai trouvée très intéressante et j'ai pu faire donc des parallèles avec les modes opératoires opérés dans la matière ainsi que dans le monde subtil. Au travers de cet exercice, je vais pointer les similitudes entre l'ingénierie déployée contre l'humanité de façon brutale avec celle déployée de façon subtile, dans un but aussi despotique qu'involutif. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je suis avec Johanna Mikoub, psychologue. Bonjour. Bonjour. Alors Johanna, comment on fait pour réduire le QI de la population au niveau de celui d'une étoile de mer? Quel est le processus? Dans cette interview, les notions abordées sont en relation avec l'intelligence et donc le QI. Et moi, je vais donc te parler d'ego et de conscience, ce qui fera un petit lien en même temps avec mon précédent contenu, en sachant que le point commun entre toutes ces notions, eh bien, c'est que leur siège se situe dans le cerveau. Donc à cette question, eh bien, moi, je demanderais comment faire pour annihiler l'ego et la conscience humaine. Belle entrée en matière, ça résume bien la situation. Comment on fait? On fait peur aux gens, on les effraie, on les isole, on les monte les uns contre les autres. Du coup, on active vraiment des systèmes de protection en fait. On est tous câblés pour gérer du stress, donc du coup, voilà, on les isole, on les effraie, on leur dit qu'ils vont mourir ou qu'on va tous mourir. Et du coup, ça fait disjoncter leur cerveau tout simplement et avoir des réactions ensuite de déconnexion et d'obéissance. Cela ne te rappelle rien ? Nous sommes en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Pour ce qui est des aspects, on va dire, politiques, géopolitiques, strictement matériels, les épidémies, les effondrements économiques, les crises, les guerres, génèrent du stress dans l'esprit d'une grande partie de l'humanité. Et sur le plan spirituel et religieux, eh bien, on instiguera la peur en agitant la menace d'une apocalypse, d'une fin du monde et éventuellement d'une ascension, l'extinction quasi entière de l'humanité. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Cela ne te rappelle rien? Moi, ça me fait un petit peu penser à donc, ce qui est en l'occurrence propagé donc, par différentes idéologies et religions. Il n'y a qu'à se pencher un peu plus sérieusement et lire les textes des différentes religions. Effectivement, la peur de l'enfer, la peur de l'apocalypse et des cataclysmes et de la damnation éternelle. Ces notions d'élitisme, de peuple élu qui accessoirement divise, sépare et même isole. Alors ça a peut-être le pouvoir de rassembler au sein de la même communauté,
Par contre, à l'échelle de l'humanité, effectivement, ça isole les individus dans un groupe, voire plus, puisque certains individus n'hésitent pas à abandonner famille, amis, afin de s'engager donc pour l'idéologie qu'ils ont choisi d'épouser. Donc quand tu es dans cet état de stress, tu peux pas réfléchir de manière cartésienne, c'est pas possible. Pourquoi ? Exactement. En fait, on a un système nerveux qui fonctionne de manière globale habituellement. Quand on est sans stress, on peut réfléchir, on peut avoir accès à nos émotions, on peut construire une pensée. Mais quand on est sous stress de manière chronique et de manière intense, sans de moment de récupération, on a des choses qui s'activent dans le système nerveux et qui, comme se débranchent. Donc toute la partie du néocortex, qui est la partie la plus évoluée de notre cerveau, qui permet de réfléchir, de mettre du sens sur les choses, est débranchée, est déconnectée de notre appareil à sentir, de notre appareil émotionnel. Donc en gros, quand on est sous stress, on ne peut plus penser, on est dans des réactions automatiques complètement irrationnelles. Quoi de mieux pour débrancher une conscience humaine que de lui infliger différents chocs tels que ceux que j'avais pu évoquer dans des anciennes vidéos et que j'ai pu d'ailleurs moi-même vivre. On crée des chocs dans la conscience, des chocs qui sont amenés dans ta vie émotionnelle, des épreuves qui du coup te placeront dans une certaine forme de conscience altérée, voire modifiée par le biais de différents traumas, et tout cela permet de pirater une conscience et de la mettre comme sous état d'hypnose, de la débrancher. Une déconnexion de l'ego qui est préconisée par différents courants religieux, à savoir de lutter contre ton ego ou de l'éteindre, ce qui du coup te débranche et également te permet d'adhérer à certains dogmes ou certaines croyances qui peuvent du coup sembler complètement irrationnelles pour l'entourage et qui du coup aussi vont derrière amener l'isolement. Là, c'est animal, donc l'idée c'est de te soustraire du danger quand tu es face à ce genre de situation. Exactement. Donc quelles sont les différentes façons de se soustraire du danger pour le cerveau ? Alors pour le cerveau, il y en a 3 principales. Donc soit on va fuir la source de stress, la source de danger, soit on va la combattre, on va l'attaquer, l'affronter. Et si on ne peut ni fuir ni combattre, on va avoir une dernière réaction qui est le figement, l'immobilisation. Dans le monde animal, les animaux font exactement ça face à un prédateur, soit ils fuient, soit ils combattent, soit ils font le mort. La soumission. La soumission, exactement. Donc soit simuler la mort, soit se soumettre directement à la source de danger. Pour que l'attaque passe et qu'on sauve notre peau en s'étant soumis. Qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence l'état de stress sur la durée ? Qu'est-ce qui va s'installer ? Et bien sur la durée, on a les systèmes d'adaptation au niveau du cerveau et au niveau de notre corps qui vont s'épuiser. À un moment donné, quand on est sous stress de manière trop importante, on s'épuise en fait. Nos systèmes d'adaptation s'épuisent et donc notre cerveau va avoir une ultime réaction qui s'appelle la dissociation. Voilà, passe en mode animal. La dissociation, ça te rappelle rien ? L'ego, la conscience de soi est ainsi annihilée, du coup, ce qui permet d'en prendre le contrôle. Et tu es du coup sous emprise, c'est plus toi qui pilotes. Ce qui épuise donc le corps, c'est aussi, je pense, toutes ces pratiques spirituelles intensives, des canalisations, des soins pour ceux qui seraient guérisseurs, une connexion à d'autres dimensions, voire l'accueil de certaines entités. Tout cela provoque effectivement un effacement de la conscience de soi et également un épuisement physique, puisque là, tu es comme parasité, clairement. C'est-à-dire qu'on va se déconnecter de notre corps, de nos émotions, et on va se comporter un peu comme une sorte de robot. Donc on est un peu étranger à nous-mêmes, on a l'impression d'être un peu comme hors réalité. Les gens souvent disent c'est comme si j'étais pas dans la vraie vie, c'est comme si je me lève le matin mais je sais pas trop pourquoi. Et donc on va être vraiment sur un mode automatique. Donc c'est ce qu'on appelle la dissociation traumatique. Et oui,
hors réalité, complètement perché, sous emprise. Et c'est ainsi qu'on fait d'un être humain un Sims, un robot biologique, complètement incapable de penser par soi-même et irresponsable, en mode automatique. C'est voilà, tu es un Sims, c'est pas toi qui tiens la manette. Comment tu peux voir si une personne est dans ce mode-là ? Eh bien, déjà, on va avoir du mal à la reconnaître. Elle va sembler comme absente d'elle-même, ne serait-ce que au niveau de son regard. C'est comme si son regard n'est plus vraiment habité. Et là, on te parle de l'aspect psychologique. Je pense que maintenant, tu commences à faire un petit peu les liens sur les mécanismes et le mode opératoire et combien nous sommes cernés et attaqués sur tous les plans, on va dire. Et dans les échanges qu'on va pouvoir avoir avec elle, c'est comme si elle était au ralenti, comme si elle était très robotique, très mécanique. Donc, c'est-à-dire que tout son appareil à sentir, les émotions, les sensations corporelles, c'est comme si elle n'y avait plus accès. Tiens, ce serait-il pas de la possession, tout ça ? Donc, souvent, à ces personnes-là, quand on leur demande comment tu te sens, ils vont dire « bof, ça va ». Mais c'est un ça va qui est c'est vide, en fait, à l'intérieur. Oui, c'est vide à l'intérieur, mais je peux te garantir que la place est occupée par quelque chose d'autre. Est-ce qu'au bout d'un certain temps, ce syndrome de dissociation disparaît de lui-même ou est-ce qu'il y a des moyens de le faire disparaître plus vite ? La meilleure manière pour que ça s'arrête, c'est de retrouver une période de calme, c'est que le stress s'arrête et qu'on retrouve notre sécurité en fait. Tant que le stress perdure, et c'est le cas depuis 2 ans et demi, on n'a pas de moment de répit en fait, que ce soit le Covid, que ce soit la crise climatique, que ce soit les guerres, etc. On est maintenu sous stress et donc du coup, la dissociation est maintenue pour supporter ce stress-là. Donc sans soit du soin psychologique, soit retrouver des moments de récupération et prendre soin de soi au niveau de son stress, c'est très compliqué de sortir de la dissociation. Comme il est très compliqué de s'extraire de ses croyances et de certains dogmes, je le confirme. Je rejoins Johanna sur le fait qu'effectivement, aucun répit n'est laissé donc à l'humanité entière, donc que ça soit sur le plan matériel comme subtil. Pour ceux ne s'étant pas soumis à l'invisible, tu vois qu'il existe d'autres types de soumission assez brutaux. Ici, on parle de stress donc pour le plan matériel. Moi, je te parlerai plutôt de désengagement au niveau des pratiques spirituelles afin de te permettre de récupérer. Pour moi, la meilleure solution, c'est de couper la connexion afin de se retrouver quelque part et de s'ancrer à nouveau dans sa vie. Est-ce que tu penses que toute cette situation de pression psychologique a été voulue sciemment ou que c'est juste le résultat d'un virus qui arrive et... En tout cas, je ne peux pas trop imaginer comment des conseillers du gouvernement peuvent ignorer les impacts des mesures qu'ils ont fait subir à la population. Comment pourraient-ils l'ignorer puisqu'ils se sont en fait directement inspirés de celles du plan subtil. Ça te rappelle rien, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Je veux dire, ces techniques de manipulation, elles sont ancrées, encodées, engrammées dans certains textes dits sacrés depuis des millénaires. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans en protection de l'enfance, donc avec des familles maltraitantes, et j'ai très vite reconnu les mêmes mécanismes que font subir les parents maltraitants sur des enfants. Cela ne te rappelle rien ? On les a peur, on les effraie, on les isole, on les menace. C'est exactement les mêmes mécanismes. Toujours pas, non ? N'est-ce pas typiquement le mode opératoire d'une certaine entité supérieure et prétendue bienveillante, ce bon papa, l'un, le tout, ou quel que soit le nom qu'on lui donne.
J'ai beaucoup de mal à croire que ils ne pouvaient pas savoir ce qu'ils étaient en train de faire. Oui, moi aussi, car ils ne déploient que ce qui leur a été donné, pour exemple, depuis des millénaires, et qu'ils ne font d'ailleurs que suivre à la lettre. Jamais tu t'es demandé si justement ces fameux textes sacrés n'étaient pas une trame, un programme à suivre et à appliquer à la lettre. D'accord. D'autres mécanismes peut-être pour justement annihiler totalement l'esprit de discernement chez les gens ? Bien sûr, il y a toutes les techniques d'ingénierie sociale qu'on connaît bien, que les industriels connaissent bien pour nous faire acheter les produits, pour nous faire adhérer à des idées. Et les techniques d'ingénierie sociale ont été utilisées depuis 3 ans. Depuis 3 ans ? Vraiment ? Non. Ce type d'ingénierie est employé et déployé sous de nombreux aspects et plans depuis des temps immémoriaux. Pour infantiliser la population, par exemple, nous faire signer des auto-attestations pour nous autoriser nous-mêmes à sortir à 1 kilomètre pendant 1 heure. Les ordres stupides, par exemple, tu te souviens, boire son café assis, ce genre de truc, ça peut rentrer dans le cadre de ces manipulations ? Exactement, mettre mamie et papy en cuisine pendant que nous, on fait le réveillon ailleurs. C'est vraiment des choses qui sont complètement hors sens, en fait. Et en tant qu'être humain, on a besoin de mettre du sens dans les actes de la vie quotidienne. Ne serait-ce pas également le cas de toutes ces superstitions et rituels quotidiens préconisés dans les religions et diverses sectes ? Donc ce sont des techniques d'ingénierie sociale qui sont bien connues, en fait, pour pouvoir comme déconnecter les cerveaux et du coup mieux les asservir. Voilà, d'autres techniques qui te viennent à l'esprit ? Il y en aurait à dire. L'infantilisation de la population, par exemple. On peut faire un zoom là-dessus, c'est intéressant. Parce que quand on sait qu'on a infantilisé les parents, eh bien, nos enfants ont continué à évoluer auprès de parents qu'on infantilisait. Et qu'en est-il de l'infantilisation spirituelle ? Ou comme je te l'avais précédemment dit, et oui, l'humanité est considérée dans son ensemble comme des petits enfants et à qui on doit donner la main afin de l'accompagner sur son chemin de vie. Parce qu'il ne sait rien faire tout seul. Demander à droite, à gauche, qu'est-ce que je dois faire, quelle décision je dois prendre. C'est pas de l'infantilisation, ça ? C'est très perturbant pour les enfants de ne pas reconnaître leurs parents. Sans commentaire. Je pense que c'est plutôt clair concernant le devenir des générations qui suivront si nous persistons dans cette voie. De voir des adultes finalement. En fait, on a inversé les rôles, c'est-à-dire qu'on a demandé aux enfants de bien respecter les règles barrières pour protéger les adultes, et les adultes, eh bien, on les a infantilisés en leur faisant faire des choses complètement inadmissibles. Ce sont les enfants qui en payent directement le prix fort. Des adultes sous emprise font des choses inadmissibles. De même que de plus en plus d'adultes complètement perchés et connectés inversent les rôles et ne se contentent plus de vivre leur spiritualité tout seuls. Non. On invite également aujourd'hui les enfants à s'investir dans de nombreuses et de multiples pratiques spirituelles, à commencer par le yoga. Le yoga qui est même pratiqué dans certaines écoles, alors que le yoga, à la base, c'est une pratique spirituelle. Alors, comment se prémunir, peut-être très rapidement, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo du coup dans laquelle on ira plus vraiment en détail, mais si on doit faire ça de manière super rapide, comment te protéger de toutes ces mécaniques, on va dire, qui vont annihiler complètement ton esprit de jugement ? Déjà, je crois que la première chose, c'est de pouvoir, si possible, apprendre à mieux gérer son stress. Je pense que ça, c'est pas des choses qu'on nous a appris à l'école. C'est des choses dont il faut avoir conscience, c'est-à-dire comment fonctionne notre corps, comment fonctionnent nos émotions, et connaître à minima quelques outils de gestion du stress. La respiration, la cohérence cardiaque, les activités sportives, toutes les activités de yoga, etc.
etc. Tout ce qui permet de faire baisser le stress. Non, pas de yoga, mais une déconnexion complète et totale. Stop, plus de béquilles. Lâchez la main de papa, maman, les anges ou quelque autre entité que ce soit et peut-être commencer à marcher seul, recréer du lien avec son humanité, puis avec l'humanité au sens large. Je pense qu'une deuxième idée, c'est aussi de pouvoir informer les gens au niveau des mécanismes psychologiques. C'est Idriss Aberkan qui en parle très bien dans ses interventions et qui dit que plus une personne va être informée sur les mécanismes psychologiques qui existent, plus il va pouvoir les reconnaître très rapidement quand ils vont arriver. Exact, mais ce travail est également à faire au niveau de toutes ces pratiques spirituelles et dogmes religieux et aux pièges subtils qui sont liés à toutes ces pratiques qui, encore une fois, annihilent complètement l'ego, donc la conscience. D'ailleurs, je vois beaucoup de gens qui ont perçu de manière très très précoce toute cette situation que nous vivons. C'était souvent des gens qui, dans leur vie personnelle, avaient déjà connu ce type de manipulation et ce type de mécanisme. Ce fut mon cas. Je ne suis pas tombée dans ce piège puisque dans ma vie, j'ai dû faire face à bon nombre de manipulations et de manipulations psychologiques, mais également par le biais de mon cœur. Et du coup, j'ai donc fait partie de toutes ces personnes qui se sont vues complètement mises en marge de la société et également privées de l'accès à leurs soins, puisque si tu me suis, tu sais que j'ai été malade et que du coup, pendant cette période, je n'ai plus eu le droit d'accéder à mon parcours de soins. C'est intéressant. Donc connaître les mécanismes de manipulation, les mécanismes de psychologie, apprendre à travailler sur nos peurs, identifier nos peurs et pouvoir les affronter. Effectivement, affronter ces peurs, affronter le réel et plutôt se rapprocher des autres humains, de son entourage qui sont à même de pouvoir t'accompagner et t'aider à passer certaines épreuves qui te seront amenées par ce qu'on appelle la vie. Et puis surtout aussi mettre nos limites, apprendre à reconnecter avec notre saine colère, parce que la colère, c'est l'émotion par excellence qui nous permet de poser nos limites, de poser notre stop et finalement d'arrêter de subir en fait et de se soumettre. Très pertinent en effet, poser des limites, et que ce soit sur le plan matériel ou comme le plan subtil. Poser des limites et refuser de croire tout et n'importe quoi et de s'engager vis-à-vis d'une force que l'on ne maîtrise pas et que l'on ne connaît pas. Renouer avec cette saine colère, je valide. Et effectivement, j'étais très en colère. Ça t'aide à poser des limites. Et à t'extraire de certaines situations, voilà, tant sur le plan matériel qu'immatériel. Pendant la conférence, tu avais parlé aussi justement si on a des activités créatives ou ce genre de choses, y aller à fond encore Bien plus sûr. que d'habitude. Bien Ça sûr. aussi, c'est un remède. C'est un remède parce que souvent dans les situations de crise, de stress, beaucoup de gens disent mais je dois gérer tellement de choses que je n'ai absolument plus de temps pour prendre soin de moi. Et je dis vraiment que c'est surtout dans les moments de crise et de stress qu'il faut absolument prioriser les moments pour soi. Ça ne veut pas dire passer 3 heures par jour, mais ne serait-ce que 5-10 minutes, juste un moment pour soi, pour se faire du bien, pour au niveau hormonal, renforcer nos hormones de bien-être et de lutter contre les hormones de stress comme l'ocytocine. Prendre soin de soi, renouer avec le réel, passer du temps avec ses enfants, leur raconter des histoires, faire des activités créatives avec eux, voilà, se déconnecter en coupant la télévision et toutes ces sources anxiogènes qu'on nous matraque à longueur de journée, mais également se couper de toute connexion subtile et se réancrer dans sa vie. En somme, effectuer un retour à soi, à des choses bien concrètes
qui en tout cas te feront un petit peu penser et nourrir autre chose que tout ce qui nous est déversé sur la tête à longueur de journée. Hein. Excellent. Juste pour finir, tu avais parlé de choses physiologiques au niveau du cerveau en présence de stress. Tu peux expliquer rapidement ? Au niveau physiologique, Au niveau oui. physiologique, voilà. Oui, quand on a un stress qui survient, on a dans notre cerveau toute une armada de réactions pour faire face au stress. La première, c'est l'activation de l'amygdale cérébrale. C'est une petite structure grosse comme une amande, c'est pour ça que ça s'appelle l'amygdale, qui est au centre de notre cerveau, dans le système limbique, le cerveau émotionnel. Et l'amygdale, c'est comme un détecteur de stress, donc comme une alarme de maison qui va se déclencher pour nous faire sentir qu'il y a une situation anormale et de stress qui est survenue. Au moment où l'amygdale s'active, il va y avoir un déferlement d'hormones de stress qui sont le cortisol et l'adrénaline et qui vont nous faire adopter une des 3 réactions au stress. Soit la fuite, soit le combat, ou si je ne peux ni combattre ni fuir, c'est la soumission et l'immobilisation. Comme on le disait tout à l'heure, oui. Voilà, exactement. Le problème, c'est qu'à haute dose, le stress peut être nocif pour notre cerveau et le cortisol peut être nocif pour notre cerveau et l'adrénaline pour notre cœur. Hein. On peut avoir des impacts biologiques et corporels au niveau du stress intense. Tout se passe dans le cerveau qui, comme je te l'ai dit, est donc le siège de l'intelligence, de l'esprit, de l'ego. Ce sont les mêmes mécanismes qui se mettent en œuvre, qui s'activent lorsque tu fais face à un choc, un gros choc dans ta vie, une épreuve quelconque, la perte d'un proche ou un choc émotionnel, ce sont exactement les mêmes mécanismes qui s'activent dans le cerveau. Face à des drames qui peuvent survenir, effectivement, on a cette tendance, j'ai eu moi-même cette tendance à me soumettre et à me référer à une autorité supérieure. Voilà. Et cette autorité supérieure était aussi présente dans la matière qu'au plan subtil. Et j'ajouterais que les pratiques spirituelles intensives peuvent avoir aussi des effets nocifs sur le corps. Hein, je t'avais parlé de quelques exemples et je pense que ceux qui ont été branchés spiritualité en auront peut-être en tête, mais effectivement, les gens ultra connectés ne sont pas forcément ceux qui sont en meilleure santé, puisque le fait d'ouvrir ou d'avoir ouvert toute leur perception extrasensorielle et en se connectant à des forces invisibles, eh bien ça épuise ton corps. Souviens-toi de l'exemple de Franck Lobvet qui donc avait une pratique intensive en matière de spiritualité et qui le dit d'ailleurs lui-même, a fini par avoir un AVC. Donc il y a une ultime réaction physiologique pour couper toute production de stress, ça s'appelle la dissociation traumatique. C'est-à-dire que tout ce stress va être comme bloqué dans notre cerveau, comme une bombe à retardement avec les émotions que j'ai ressenties, les pensées que j'ai eues, les comportements que j'ai eus au moment où le stress est survenu. Et ensuite, eh bien, on va voir des adultes ou même des enfants qui, même des années plus tard, au moindre déclencheur, c'est-à-dire un événement, un mot, une situation qui va leur remémorer l'événement antérieur, eh bien, il y a la mémoire traumatique qui va se déclencher et faire réadopter aux personnes les mêmes mécanismes qu'elles avaient. C'est impressionnant ce conditionnement. Qu'elles avaient à l'époque. Éloquent, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à 2 ans et demi après le début de cette crise sanitaire, on voit des adultes qui, sous l'effet du stress, il y a leur mémoire traumatique qui se redéclenche et ils vont avoir les mêmes phrases, par exemple, les non-vaccinés sont dangereux, le vaccin protège des formes graves, alors qu'aujourd'hui on sait rationnellement avec les études à l'appui qu'il y a beaucoup de nuances, voire des choses fausses qui ont été données, mais ces personnes-là, sous le coup de leur mémoire traumatique qui se réactive, c'est comme si on remettait play à un vieux CD, comme si le système nerveux n'avait pas fait la mise à jour en fait. Et oui, on en connaît combien d'adultes qui régurgitent les enseignements qu'ils ont reçus.
D'accord, super intéressant. Je vais conclure simplement en te disant que pour ma part, les liens sont quand même flagrants avec les mécanismes activés et les modes opératoires déployés afin de s'emparer, d'annihiler dans un premier temps, puis de s'emparer d'une conscience humaine. Donc ces modes opératoires et ces mécanismes sont identiques, qu'ils soient donc sur le plan spirituel comme le plan matériel. Donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment une volonté de s'en prendre à l'humanité, donc ce qui contredit carrément les idées reçues selon lesquelles l'humain serait une misérable créature, une abomination. Moi, quand je vois tout ça, je me dis pourquoi l'humain est-il autant attaqué s'il est vraiment sans importance dans ce monde ? Quel intérêt à l'attaquer sur autant d'aspects de sa vie et sur autant de plans si il n'est pas important, s'il n'a pas une place importante dans ce monde. Voilà, moi c'est vraiment la question qui me vient à l'esprit. Tout ceci, pour moi, est fait dans un but complètement involutif. On ne veut pas que l'humain évolue en homme vrai, complet, qui pense par lui-même et qui n'a plus besoin d'un guide hypothétique et spirituel pour lui tenir la main. Tu l'auras compris, on veut l'humain soumis et en faire donc un esclave perpétuel qu'on peut manipuler à souhait. Je pense que la plus grande crainte de tous ceux qui utilisent donc ces mécanismes et ces leviers, donc subtils comme brutaux, c'est justement l'éveil de l'ego, ou plutôt le retour à l'ego de l'humain et à son intelligence. Pour ma part, je crois profondément en l'humanité. Pour moi, aucun humain n'est méchant ou malveillant au départ. Il le devient. Il suffit d'observer les enfants. Et j'en ai eu 4, donc je sais de quoi je parle. Mais il suffit d'observer un enfant. C'est ce qu'on lui fourre dans la tête ou les traumatismes qu'on lui inflige qui en feront au bout du bout quelqu'un de méchant ou de malveillant. C'est tout ça, tous ces conditionnements, toutes ces machinations, toutes ces manipulations qui rendent les humains mauvais. Derrière les actes les plus malveillants qui se produisent, et surtout actuellement, bien souvent, on s'aperçoit que ce sont des gens qui sont complètement pilotés et sous emprise. Ça te rappelle rien ? Est-ce que vous êtes en mission ? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance. Oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Voilà, sous emprise. Donc, il serait peut-être temps de s'en rendre compte. Encore une fois, si tu es arrivé jusqu'ici, je te remercie. Et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, je te dis à bientôt. Ciao!